comment booster les performances de vos campagnes sans cookies tiers. On va avoir des éléments de réponse, et même plus que ça, avec Luc Vignon de 366 et Miki Mchikli de Weborama. Mais avant de les accueillir sur scène, une petite vidéo. Avez-vous noté quelques incertitudes réglementaires, des bouleversements technologiques, des mouvements stratégiques? Quelles conséquences pour vous? On vous dit tout en 2 minutes. Tout a commencé avec l'application du RGPD en 2018. Appliqué au niveau européen, il apporte plus de protection et de garanties pour les citoyens, et donc plus de restrictions pour les sociétés exploitant leurs données. Les régulateurs sont bien évidemment vigilants. Depuis 2018, c'est plus de 1,5 milliard d'euros d'amendes qui ont été émises, soit l'équivalent du PIB, devinez d'où, des Seychelles. Et la France dans tout ça? Elle se hisse en 2e position du classement des pays les plus sévères. Dernièrement, elle a même mis en demeure un éditeur pour son usage de Google Analytics. Avec RGPD, les citoyens ont pour la première fois compris le fonctionnement du marché publicitaire en ligne. Ils souhaitent alors pouvoir prendre le contrôle de leurs données, et les GAFA vont répondre à cette demande. Tout commence en 2017, quand Apple introduit une première limitation sur les cookies publicitaires, rejoint en 2019 par Firefox. Les annonceurs ont perdu potentiellement 25% de reach du jour au lendemain. En 2020, Google s'aligne et propose avec sa Privacy Sandbox une sortie du cookie publicitaire sur Chrome à l'horizon 2023. Coup de tonnerre sur le marché, 60% du trafic web est ainsi concerné. Et en 2021, cette tendance se déploie sur le mobile avec Apple qui permet à ses utilisateurs de contrôler leurs données pour chacune de leurs applications. Et quant à Google, il annonce début 2022 qu'il déclinera sa Privacy Sandbox sur Android. Résultat, vous ne pourrez plus recruter de nouveaux clients en utilisant les cookies publicitaires. Et vos ciblages deviendront ainsi peut-être moins précis et peut-être avec une plus faible couverture. Dans ce contexte, les outils des GAFA proposent des écosystèmes performants, simples et économiques, donc particulièrement attrayants. Mais en concentrant les budgets marketing et publicitaires dans ces outils se crée une dépendance, une concentration accrue et peut-être un risque de perte de souveraineté, de privacy des données propriétaires. Bref, ce contexte réglementaire favorise certainement les GAFA. Ne loupez pas le virage, ne vous trompez pas de sortie. Quel rôle avons-nous localement pour permettre l'émergence d'un écosystème souverain? Quelles technologies européennes comme base solide à cet écosystème? Quelle réglementation? 3, 2, 1, go. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors voilà une petite vidéo qui introduit le contexte. On va continuer avec Luc sur le partage de notre point de vue, notre analyse de ce contexte publicitaire qui se complexifie, oui, mais surtout qui change. Et c'est ça qui est le plus difficile pour nous les humains. C'est le changement de paradigme, changement d'approche, changement des méthodes de travail, changement de la mesure. Alors ma première question pour toi, Luc, qu'est-ce que ça t'évoque cette vidéo avec tous les changements qui se passent en ce moment? Les changements sont forcément des zones de risque, mais aussi d'opportunités, c'est clair. Moi, quand j'entends les mots technologie, souveraineté, ça fait un écho extraordinaire. Vous avez un petit slide qui dit que 366, c'est une structure juridique un peu particulière, puisque nous sommes une SAS filiale de tous les groupes de presse quotidienne régionale français. Donc depuis Ouest France, passant par Nice Matin, La Voix du Nord, il y a 56 quotidiens régionaux en France, leur déclinaison sur le digital. Et l'opportunité que ça nous donne à nous, c'est sans doute une opportunité de maîtrise. Comment est-ce qu'on reprend un peu la main? Comment est-ce qu'on récupère la maîtrise sur la technologie de mise en œuvre des campagnes publicitaires, mais pas que? Et qu'est-ce qu'on en fait? Donc disparition des cookies tiers, formidable, c'est une belle opportunité pour nous, puisqu'il y a quand même les cookies first qui existent. Et quand on a 36 millions de visiteurs uniques sur un écosystème très homogène comme le nôtre, la presse quotidienne régionale et son déclinaison digitale, alors bien sûr que ça permet de récupérer certainement une partie de la valeur pour nos entreprises, nos actionnaires, et faire en sorte de mieux maîtriser cette valeur.
Ça, c'est sans doute le point le plus essentiel comme opportunité que ça nous donne. C'est une révolution pour Une vous. évolution. Évolution, ok. Révolution, peut-être. Une révolution, il y a toujours un changement de gouvernance. Donc, souhaitons que ce soit une révolution et que la gouvernance, en tout cas sur le marché de la publicité sur lequel nous agissons ensemble, change et que la gouvernance, c'est-à-dire la souveraineté, retrouve un peu de proximité et qu'on arrête de dépendre de technologies sur lesquelles, on n'a aucune maîtrise et sur laquelle on ne fait que subir. La valeur, la défense de la valeur n'est pas subir. La défense de la valeur, c'est proposer. Donc nous, on veut accélérer, continuer à mettre en œuvre une reprise en main de la maîtrise technologique pour pouvoir mettre en œuvre de la valeur pour nos actionnaires, nos mandants, que sont les groupes de PQR. Alors concrètement, dis-nous un peu ce que tu mets en place, quels sont les gros projets, les grands chantiers. Justement, on voit quelques chiffres ici, hein, la disparition des cookies tiers en 2023, bon, peut-être, mais toujours est-il qu'en attendant, on perd 30-40% de son trafic à cause au consentless, pardon. Oui, ça c'est sûr. Dans les conséquences, il y a ça. Voilà. Sinon, on ne perd pas le trafic. On peut l'exploiter de façon moindre, publicitairement parlant. Néanmoins, le trafic, il est toujours là. Rappelons que le trafic repose sur une réalité qui sont des gens, des vrais gens, qui se connectent sur des sites pour bénéficier de la proposition de valeur du site. Nous, PQR, 6 000 journalistes, 25 000 correspondants locaux, on produit en moyenne 35 000 contenus éditoriaux par jour. Donc, parmi les sujets qu'on a, le premier, associé à de la valeur, notre valeur, c'est d'être des producteurs de contenu. Donc il faut qu'on protège et qu'on développe la valeur associée à ces contenus. Donc il faut mieux les maîtriser, ces contenus, mieux les ranger. Donc on utilise des outils fournis par Weborama sur le fait de pouvoir ranger nos contenus, alors de l'intelligence artificielle, des moteurs sémantiques, toutes ces techniques-là nous permettent de mieux organiser nos contenus pour mieux les valoriser et les mettre à disposition des annonceurs publicitaires de façon maîtrisée, assumée, tout en respectant bien sûr, et c'est fondamental, le consommateur. Tous les annonceurs forcément représentent des entreprises et on a tous des consommateurs. N'oublions jamais évidemment que l'objectif majeur, c'est que le consommateur consomme nos produits, notre information, de façon régulière, récurrente, et qu'on respecte ce lien très fort de confiance qu'il y a entre nos marques médias, certaines qui ont plus de 150 ans, mais en tout cas elles sont toutes très installées sur leur territoire, et le consommateur, c'est-à-dire le lecteur. Donc en fait, le contenu, c'est la nouvelle data, c'est le nouvel or noir. Et ce qu'on essaye, et c'est là peut-être qu'on se rejoint, et c'est pour ça qu'on travaille bien ensemble, c'est qu'on essaye de créer un écosystème souverain, un écosystème qui finalement recrée de la valeur, de la transparence pour les éditeurs, mais aussi pour les internautes. Puisque finalement, j'ai le sentiment, après avoir lu quelques études quand même, que les internautes, ils acceptent assez facilement une publicité qui a du sens, mais ils n'acceptent pas d'être traqués. Donc, toi, dans cette perspective-là, la solution que tu adoptes, c'est à la fois d'organiser ta data avec une marketing plateforme, une DMP, et sur cette DMP, de plugger des outils contextuels. Ça représente quoi aujourd'hui dans le volume d'affaires par rapport au chiffre d'affaires traditionnel, on va dire juste digital? On ne va pas prendre le chiffre d'affaires offline, on va prendre le chiffre d'affaires digital, parce que tu t'occupes de toutes les activités de transformation digitale pour 366. La data au niveau national, ça représente un impact sur un peu moins de 60% du chiffre d'affaires digital, puisqu'on a une grosse part de commercialisation en programmatique, mais en programmatique, ce que nous on appelle le programmatique garanti, c'est-à-dire on utilise des outils au service de la valeur, donc on ne laisse pas tout le monde se connecter et acheter au meilleur prix, on a une proposition de valeur et à partir de là on fait des enchères, ce qui est un peu différent. Mais la data, bien sûr que c'est fondamental. Encore une fois, quand on a une offre aussi large et profonde que la nôtre, on doit l'organiser et on doit l'exposer au mieux dans notre vitrine. Rappelons que c'est notre vitrine, donc on doit en avoir les clés et la serrure pour savoir à qui on propose ces produits-là. Mais oui, c'est une part très importante, bien sûr.
Et est-ce que tu penses que tes interlocuteurs, à savoir les agences, les annonceurs, comprennent la valeur, comprennent bien les enjeux de la transformation digitale et surtout ce que vous êtes en train de faire en fait, parce que c'est ça qui est important, il faut qu'ils comprennent bien. Est-ce que entre un annonceur qui a 104 budgets, un annonceur qui a 104 budgets entre un GAFA et un 366, c'est quoi la valeur ajoutée? Comment on le fait basculer dans le monde de 366 et comment on lui apporte finalement cette valeur ajoutée? La très bonne nouvelle, c'est que cette révolution qu'on évoquait, elle s'applique à tout le monde, y compris aux annonceurs qui eux-mêmes sont à 95% éditeurs de sites avec des propositions de services, de contenus à valeur ajoutée, etc. Donc quelque part, on est dans le même état, on est dans le même besoin de respect du consommateur, de propositions de valeur. J'allais dire, la compréhension, elle doit être évidente. Après, dans le business, il y a toujours un acheteur et un vendeur. Donc, que les agences fassent leur rôle d'acheteur et cherchent à acheter au meilleur prix, c'est normal. Que nous, on cherche à l'inverse, à en tirer le plus de valeur et le meilleur prix, c'est normal aussi. Ce qu'il faut, c'est sans doute avoir une compréhension plus éclairée, plus transparente de la valeur ajoutée. Quel outil pour quelle valeur ajoutée? Dans la chaîne de valeur, qui fait quoi et quelle valeur ajoutée on apporte réellement? Moi, la définition d'un partenaire, c'est quelqu'un avec qui on construit ensemble un écosystème dans la durée, parce que tout ça ne se fait pas en 15 jours. Dans la durée, c'est fondamental. Dans l'apprentissage, c'est clé, donc dans l'accompagnement, parce que ça permet d'avoir une meilleure compréhension de l'évolution de nos modèles. C'est ça le sujet. C'est comment on construit étape par étape, avec de l'apprentissage, une valeur ajoutée qui est partagée avec le partenaire et avec le client, puisque mine de rien, on n'est pas là pour vendre à tout prix des dispositifs à des annonceurs. On est là pour co-construire un modèle, un écosystème et un modèle qui est un modèle partagé. Alors, là où on se rejoint également, c'est sur ce partage de valeurs. Ce qui est plus complexe... On en discute parfois aussi. Oh, ça arrive. Mais je pense que ce qui est assez difficile, c'est comment on emmène tout le marché avec nous sur cette transformation. On a encore des réflexes qui sont des réflexes classiques de média planning. J'ai besoin de cette cible et je veux un contexte de site, plutôt que, enfin, un cadre de diffusion, comme on dit en média planning, plutôt que un contexte avec la possibilité d'avoir en transversal tous les sujets sport de l'ensemble de tes contenus sur l'ensemble des sites, tous les sujets d'actualité qui ne sont pas anxiogènes, puisqu'on est capable de faire de la brand safety et de la brand suitability. On a encore un peu de boulot à faire de ce point de vue-là. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est un boulot d'explicitation, c'est pour ça qu'on a aussi besoin de temps. C'est que les révolutions se font soit dans la violence, soit dans le temps, avec une forme d'explication. Il faut préparer le terrain. Donc oui, il faut collecter, organiser sa donnée, comprendre son audience, l'expliciter, comprendre en quoi elle répond à une attente côté annonceur. Encore une fois, on s'adresse à des clients. Alors, un coup, ils sont clients de nos contenus, mais l'enjeu, il est bien qu'ils soient aussi clients de nos annonceurs. Qu'ils achètent des voitures, qu'ils achètent à manger, des produits et des services, peu importe. L'enjeu, c'est bien qu'il y ait une forme de continuum et pas de rupture entre les univers, le fameux consumer journey, et surtout sur le lien de confiance qu'on établit, parce que ça coûte cher. La confiance, c'est un vrai investissement dans le temps qui est important, qui se détruit très facilement. Donc il faut y faire très attention. La relation au client, pour nous, c'est un truc clé, d'où la maîtrise. On doit maîtriser ce qu'on lui expose et la façon dont tu lui exposes les choses. Juste un dernier point qui me semble très très important, c'est que je pense qu'avec tout l'écosystème qu'on est en train de mettre en place et les outils qu'on est en train de mettre en place, on est beaucoup plus respectueux des choix de l'internaute. Donc ça, c'est très favorable. Également, on met en place une publicité plus responsable, par exemple sur ligne vidéo, moins intrusive, etc. L'enjeu pour toi, c'est vraiment de pousser cette offre-là. L'enjeu, c'est de respecter le modèle de mes actionnaires. La publicité n'est qu'un morceau du business model des éditeurs de PQR. Ça représente maximum 20%. Ça veut dire que 80% de leur modèle repose sur de l'accès à du contenu payant.
Ça veut dire que plus on avance, plus on segmente nos audiences. Des clients qui payent cher, on va leur mettre une pression publicitaire très certainement plus faible. Et en même temps, sans doute avec des formats différents, respectant l'ambition que l'on a d'informer le client. On ne va pas lui vendre un produit, on veut lui dire « Hey, ça existe ». Il y a aussi une notion servicielle dans les médias de proximité qui est fondamentale. Donc entre le client payant, un peu payant, juste inscrit, gratuit, on a des modèles qui sont en train de se splitter par audience, avec des parcours clients différenciés, comme tout acteur de l'Internet fait, bien sûr. Donc on résume, parce qu'on est arrivé au bout de cet échange. Souveraineté, oui. 2 acteurs français très actifs sur le marché, puissants, simples, efficaces. La transparence. Fondamentale. Le partage de valeurs. Pareil, l'un ne va pas sans l'autre. Et on a le temps, on est là, on ne va pas disparaître du jour au lendemain, donc on accompagne l'ensemble du marché pour cette transformation. Avec plaisir. Merci beaucoup, Luc. Merci beaucoup à tous les deux.